Donc je vais vous parler des perspectives de désherbage robotisé pour les cultures spécialisées. Donc tout d'abord remercier le l'ITEPMAI qui fait partie de nos 85 adhérents qui nous a contactés. Et entamé par une rapide présentation de l'association, donc de robotique agricole. Donc nous, en fait, nous réunissons de manière transversale, en fait, les industriels du machinisme agricole et les startups qui produisent des robots. La recherche, qu'elle soit recherche robotique ou recherche en fait appliquée comme l'ITEPMAI, et des groupements d'agriculteurs. Donc on a été créé en 2017. Et nos objectifs, en fait, sont de produire des connaissances communes. Ça, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, on a des groupes de travaux évolutifs, mais dans lesquels on va partager en fait de la connaissance, comme ça se fait dans les instituts, mais on va vraiment aborder des problématiques comme la normalisation ou l'évolution des systèmes agricoles, et en apportant, et en fait chaque membre apporte son expertise et met des personnes à disposition lorsqu'il est intéressé par un thème. Voilà. Ensuite, l'objectif, c'est de favoriser une vision pour la robotique agricole. Et le dernier point qui est important, c'est représenter la filière auprès des institutions, notamment nationales. Alors, nos principales actions, là, depuis 4 ans, même 5 ans, c'est cette partie mise en commun de réflexion commune. C'est le fait d'avoir présenté, enfin proposé à l'État, en fait, 10 propositions pour développer une robotique agricole éco-efficiente, qui permettent de répondre aussi aux impératifs de l'agroécologie. Et de là, on a par exemple sorti un appel d'offres qui permet de tester des pré-séries en fait, homologuées UE de robots agricoles qui sont testés soit chez des agriculteurs, soit ça peut être aussi des coopératives ou même par extension des instituts. Donc voilà, là on a écrit ça en fait, c'est une mesure qui a été reprise par l'État et donc il y a une enveloppe de 20 millions d'euros sur 3 ans qui inclut aussi d'autres équipements agroécologiques. On a une forte action parce qu'on s'est vraiment fédéré au début sur la partie normes et la partie standardisation, sûreté, la safety, sécurité, avec des groupes en partenariat avec Axema, le syndicat français des fabricants de machines agricoles, où l'on remonte des positions communes au niveau européen pour, par exemple, influer et donner notre position au niveau de la directive machine qui régit la construction en fait, des robots. Donc voilà, des actions transversales qui sont souvent fédératrices, on peut en trouver d'autres au niveau de l'énergie, voilà, et on en aura sûrement d'autres au niveau interopérabilité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut adresser de manière transversale en fait. Et là récemment, en fait, c'est un peu l'actualité, c'est que l'État nous a confié en fait une enveloppe sur 5 ans, 2022-2027, pour faire avancer la robotique agricole, c'est-à-dire que pour que les agriculteurs aient plus de machines adaptées, disponibles, compétitives sur le terrain. Et pour ça, donc, on aura 2 volets. On va tester les machines agricoles en fait, existantes, écrire de nouveaux itinéraires agroécologiques, dont l'ITEPMAI est très moteur, avec l'AFNAMS dans ces groupes-là, pour pouvoir ensuite faire émerger de nouveaux prototypes, de nouvelles plateformes en fait, robotisées. Et sachant qu'on a aussi un volet mutualisation, comme on a une grosse part de recherche, on a des instituts qui vont mutualiser par exemple des algorithmes de guidage et les transférer sur les robots, ou alors des plateformes avec des projets, des logiciels de conception de robots. Donc il y a une grosse partie aussi mutualisation qui est la contrepartie en fait, de ces fonds attribués. Alors rapidement pour vous montrer les adhérents en fait, de l'association, ça c'est le collège machinisme agricole, avec actuellement la présidence qui est tenue par Christophe Aubé, qui est le président d'Agriculture, qui construit des robots et des systèmes de positionnement. Il y a un fort impact initialement sur les 3 premières années, et même 4, de Jean-Michel Lebars de la société Kuhn, sur le matériel, qui a mis beaucoup de ressources dans l'association. On a aussi les équipementiers, avec des gens que vous pouvez connaître, qui peuvent être dans la détection, par exemple, sur les systèmes d'intelligence artificielle. Là, les algorithmes, souvent, il y a plusieurs sociétés. Là, on a dit l'EPIX, Carbon Bee, qui est chez nous,
qui fait les algorithmes. Voilà, des gens qui sont dans aussi la détection, les caméras, les lidars, les lasers. Ensuite, c'est le collège justement de l'IDEPMAI et la FNAMS, avec également INRAE, qui a vraiment été moteur ex-IRSTEA au niveau de la création de l'association. Et vous voyez plusieurs organismes, des laboratoires de tests et essais sur le GNSS, pas mal de personnes. Et ensuite, je voudrais souligner qu'on a beau être français, on est quand même ouvert à l'extérieur, donc on a des Suisses, des Belges, des Japonais. Dans l'association, on est ouvert. Voilà. Et là, ce sont les groupements de producteurs. Bon, vous voyez les CUMA que vous connaissez, et puis en fruits et légumes, enfin en fruits Blue Whale, la FNAMS, bien sûr, coopérative aussi en grande culture. Voilà, donc je vais, pour le sommaire, en fait, je vais rapidement parler des enjeux croisés de l'agriculture et de la robotique, ensuite les tendances à venir à 5 ans, puis bon, présenter les solutions actuelles qui seront bien reprises par la FNAMS sur le projet AgroPAMS, je pense. Ensuite, tenter de se projeter à 10-15 ans, quelles sont les solutions qui pourraient se développer. Et voilà, finir en disant qu'à travers notamment ce grand défi robotique agricole, les filières, en mutualisant, ont un rôle majeur à jouer. Alors les enjeux croisés de la robotique, d'agriculture et de la robotique, vous les connaissez, c'est les contraintes en fait de préservation des ressources, de préservation du sol, lutte contre l'érosion, préservation de la qualité de l'eau, que l'on connaît depuis longtemps. Auquel on ajoute aussi tout ce qui est préservation, en fait, sobriété énergétique, en fait, pour la transition. Et au niveau de la robotique, on peut y répondre avec une partie industrialisation, parce que la plupart des startups sont pas encore au stade industriel. Donc parfois, elles s'appuient à des groupes industriels. Elles sont parfois rachetées, donc ça leur donne plus de moyens. Mais on a encore besoin de les soutenir pour avoir des robots qui, dont le prix de revient soit plus adapté à la demande, aux besoins des agriculteurs. Ensuite, justement, dans ce cadre-là, on a besoin de mutualiser, de coopérer un maximum. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de tous nos projets. Et on a aussi un fort volet réglementation dont je vous parlais. Et on a des discussions, en fait, très continues avec l'État là-dessus. Donc les tendances à venir, elles sont connues sur la partie ouverture à de nouvelles énergies. Ensuite, développer la coopération homme-robot, puisqu'il y a déjà des choses qui existent, par exemple avec sur du micro-désherbage, sur des solutions par exemple de chez Toutilo ou de ce type-là. Tout ce qui est agroécologie, ça sera un axe qui se développera. Et puis on est dans un système actuellement où on a un écosystème de capteurs qui permet de développer pas mal de choses. Donc l'ouverture à de nouvelles énergies. Nous, on travaille, on a la partie électrification, on travaille en fait, on a par exemple Enedis qui est dans l'association, et donc on va travailler sur un projet de recharge au champ en fait, des robots, grâce au réseau existant. Donc ça c'est important parce que c'est un gros verrou pour la filière. Ensuite, on a également ensuite les énergies émergentes, en fait, l'hydrogène, ça sera des choses qu'il faudra regarder, et puis tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est méthanisation, il y a des choses à faire. On a des gens dans l'association, on a aussi Sonagri qui fait du photovoltaïque sur la viticulture surtout, mais aussi de l'arbo, et il y a sûrement des choses à inventer. C'est un peu le but de l'association. Alors là, je vous montre la partie développement de la coopération homme-robot. En fait, il y aura sûrement cette étape parce qu'on ne passe pas comme ça d'entrée de l'homme en fait au robot. Il y aura dans tous les cas énormément de situations et même une mosaïque. C'est-à-dire que c'est pas du tout un remplacement. Et la partie justement coopération homme-robot, elle va rester, elle sera là en fait, je pense tout le temps. Alors là, j'aurais pu vous montrer, là, je vous ai montré des transports de fruits. J'aurais pu vous montrer ce que fait Yanmar aussi au niveau, par exemple, transplantation du riz. Quand ils implantent le riz, en fait,
C'est une petite machine qui est autopilotée avec un robot GPS et puis derrière les opérateurs transplantent. En fait, ça c'est des trucs qui peuvent bien marcher. Il y a la récolte aussi, par exemple sur du chou-fleur. Vous avez les opérateurs qui sont sur la machine et puis avec des tapis voilà, qui coupent. Souvent, en fait, et ça a apparu comme ça à la base, la robotique, en fait, ça a apparu avec la machine à traire, en fait, pour les éleveurs qui n'avaient plus les grands-parents qui étaient là le week-end et donc qui avaient des astreintes et qui leur faisaient abandonner le lait. Donc la machine à traire s'est développée comme ça. Et ça sera aussi une des fortes... c'est aussi un des forts avantages, en fait, de la robotique, de soulager, réduire la pénibilité et d'améliorer les capacités de l'opérateur, de l'agriculteur. Donc il y a plusieurs idées justement qu'on développera dans le cadre de ce grand défi là, notamment avec les instituts et en faisant travailler les instituts, la recherche et les industriels. Alors les outils pour l'agroécologie, en fait les outils robotisés, ce qu'on peut se dire, on n'est pas sur des grosses puissances quand même, on a quand même, sauf à reproduire un tracteur tel qu'il est, et juste à enlever la cabine, on est quand même sur des puissances moins élevées. Donc par exemple, il faut inventer des choses où on n'aura pas besoin de trop de puissance, comme par exemple les cimages. Hein. Dans une présentation précédente, vous en parlez, mais là on peut tout à fait imaginer remplacer le tracteur par un robot, parce que là en plus il y a pas mal de contrôle visuel à faire pour avoir une bonne qualité. Bon, c'est pas une tâche, ça c'est une tâche qui pourrait facilement se robotiser. On a des tâches actuellement, on a des robots, hein, par exemple sur betterave qui interviennent pour le semis et le désherbage mécanique. Donc du semis sous couvert, ça sera typiquement des choses sur lesquelles on va se demander si c'est possible de les robotiser. Il y a des prototypes hein, qui existent, on ne les connaît pas tous. Au final, il y a la question, vous avez un robot, donc vous avez des capteurs, et donc c'est important à un moment donné on peut avoir des capteurs embarqués et voir quelle est la teneur, on peut voir pas mal de trucs, on peut voir la résistivité par exemple des sols, on peut essayer de faire des cartes de sol, donc il y a pas mal de choses en fait à faire avec la robotique dans l'ensemble des capteurs, parce que la robotique, c'est un des vecteurs. Voilà, là, je vous mets l'ensemble des capteurs qui sont là. Alors, pour revenir maintenant sur le sujet, alors le mix des solutions actuelles, c'est vrai qu'il repose en fait à la fois sur le débit de chantier machine, qui peut être une contrainte, et puis l'équilibre avec le coût de la main-d'œuvre, hein, le coût de la machine. Et ensuite, on verra que les moyens qu'on met derrière en face, ils mettent en œuvre différentes techniques d'intervention et différents modes de reconnaissance des adventices, différents vecteurs. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, actuellement, ce qui marche peut-être le mieux, actuellement, c'est le désherbage avec de l'intelligence artificielle, en fait, avec de la détection hein, d'adventices. Hein. Ça marche sur grande culture, avec des pulvées qui vont à 25 à l'heure. Ça marche très très bien, et là l'agriculteur n'a pas à se poser de questions, les algos ils ont été développés, ça marche super bien. Par contre il y a un truc à voir sur les prochaines applications qui seront développées, peut-être sur la détection de maladies, avec du scouting, des algos qui tournent. Enfin, à mon avis il faudra toujours que l'agriculteur comprenne, que les règles agronomiques soient mises à la disposition des agriculteurs et des techniciens pour qu'au final ils puissent prendre sa décision. Hein, et pour moi, c'est très important qu'on ne reste pas sur une boîte noire, en fait. Alors, les différents modes de détection, vous voyez, en fait, on a au niveau opérateur, alors j'ai vu dans le projet AgroPAMS, là, il y avait cette machine de chez Oliver Agro, là, qui fonctionne avec un opérateur, en fait, qui est derrière le tracteur, on vous en parlera, qui a l'air de donner de bons résultats. Vous avez les cobots de chez Toutiterre, et puis vous aviez aussi chez Elatec, en fait, c'était 2 rotos, je ne sais pas si c'est des rotos, des trucs qui tournent, là, qui passent de chaque côté sur le rang en lavande, en fait, qui était aussi une solution. Hein. Ça, c'est la solution où c'est l'opérateur détecte, hein, en fait. Hein. Puis après, vous avez des solutions plus élaborées, avec des coûts plus élevés, hein, sur des outils. Là, on est sur des outils tractés,
Par exemple, chez Garford, hein, vous avez de la reconnaissance optique, de l'IA aussi. EcoRobotics aussi, qui ont aussi un robot qui a un débit de chantier beaucoup important et qui, avec leurs techniques actuellement, là, peuvent faire ils sont très larges, ils peuvent faire quasiment du 30 hectares à l'heure, en fait. Hein. Ils ont beaucoup d'algorithmes, en fait, au point, sur des cultures en ligne, sur du haricot, du maïs. C'est une entreprise qui va bien se développer, qui est suisse, qui fait partie de l'association depuis le début. Et ils ont eu au CIMA, enfin je le mentionne parce qu'ils ont eu aussi un award au CIMA. Et voilà, ça fait partie des solutions, mais là-dessus, sur ces solutions, c'est des machines qui coûtent 80 à 100 000 euros, quoi. Sur lesquelles il y a des subventions. Ça, il faut le noter, parce qu'il y a une enveloppe au niveau de l'État, des subventions à peu près de 40%. Donc il y a des choses à voir, notamment aussi en agriculture de groupe. Il y a des choses à voir là-dessus. Et si on regarde l'évolution des vecteurs, donc là, vous avez Elatech, les robots actuels, hein, avec des voies variables. Ça, c'est le projet Bip Bip avec le CTIFL d'Elatech, hein, qui peut passer sur du désherbage. Vous avez chez Nayo, c'est pas l'Osiris, c'est voilà, c'est leur dernier modèle. J'ai plus le nom en tête, hein, excusez-moi. Chez Agriculture aussi, vous avez des outils tractés, plus abordables. Chez Citia aussi, qui est une entreprise de la région nantaise. Vous avez HKTC, également de la région, hein, le groupe Carré, HydroKit. Et là, vous avez Farmdroid qui tourne beaucoup sur des betteraves, mais qui peut passer sur des cultures en ligne. Hein. Voilà, avec cette question du débit de chantier qui est importante à chaque fois. Mais on est sur quelque chose qui avance très vite, et ça c'est important de le remarquer. Alors, si on se projette un peu, des prototypes au marché, il faut à peu près 4 à 8 ans pour développer un robot agricole, hein, et avec des coûts qui peuvent être importants quand on est vraiment sur un robot, et en fait avec des technologies embarquées, évoluées. Donc vous avez aussi des technos comme le laser là, qui vont pas tarder à arriver sur le marché. Enfin, on est au stade proto. Est-ce qu'ils seront sur le marché dans 4 ans avant? Ça dépend un peu des moyens qui sont mis. Donc vous avez Green Shield là, en laser, Carbon Robotics aux US là, qui annonce des rendements jusqu'à 6 hectares par jour. Vous avez aussi les micro-ondes, en fait, ça c'est des Australiens qui en font, mais il y avait eu aussi en France le projet Rose, hein, le challenge Rose, là, organisé par INRAE et puis et le LNE, le laboratoire national de métrologie, avec aussi de micro-ondes, et on avait Sabi Agri et EcoRobotics en fait en société. Alors en fait, moi j'ai fait une projection en me disant si on veut essayer d'être encore plus précis, actuellement on pourrait coupler là, on pourrait voir au niveau des bras robotisés ce qu'il est possible d'avoir, quoi, des bras robotisés qui interviennent aussi avec de l'électricité et du laser. Et on peut se dire qu'en fait, pour vraiment arriver à passer ces deux caps, on est en train de passer ce qui est électricité laser, mais le bras robotisé, il y a encore du travail. Donc vraiment un truc hyper précis avec des bras. Voilà. Est-ce que 2035, c'est peut-être un horizon. Ça, c'est vraiment ce qui se ferait de mieux, quoi, en termes de, enfin, ce qui se ferait de mieux a priori en termes technologiques, mais peut-être pas le plus efficace. Hein. Ça, c'est justement au terrain à le déterminer. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que la filière PAMS en fait joue un rôle important, hein, pour mutualiser les ressources nécessaires et accélérer les développements. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, hein, au niveau du projet en fait, AgroPAMS en fait, avec les partenariats entre ITEPMAI et puis la FNAMS. Donc, on a cette action phare là que l'on pilote, et avec donc ces deux objectifs dont je vous parlais, c'est faire émerger des solutions opérationnelles, hein, ça c'est important, et puis réunir de la recherche à l'agriculteur, tester donc les matériels sur le terrain, avoir des références en fait techniques et économiques pour les agriculteurs sur les rendements, rendement, efficacité, fiabilité des machines, donc c'est tous ces aspects-là qui sont testés. Et au final, les livrables, en fait, c'est inventer de nouveaux itinéraires agroécologiques, donc mutualiser des moyens donc, de conception de robots,
définir des protocoles de test et essais, c'est-à-dire qu'on va mailler en fait aussi les stations de test et essais qui existent sur le terrain, et voilà, pour tester ces solutions sur le terrain. Je vous remercie.